À l'approche de la commémoration de la première année de l'alternance, le 24 janvier prochain, Angèle Makombo, présidente de la LIDEC, juge le bilan du chef de l'État positif, mais demande plus de sincérité au sein de la coalition pour éviter des soubresauts. L'année 2019, l'année de l'alternance. D'ailleurs, comme je vous le disais hors micro, je suis en train de travailler sur un article là-dessus. Et cette alternance est marquée par la gestion du pays par une coalition. Une coalition où nous avons d'un côté le FCC qui a une majorité écrasante. Et je vous passe les détails parce que nous savons comment le FCC a obtenu cette majorité écrasante. Il y aurait beaucoup à dire. Et puis de l'autre côté, nous avons Cash, UDPS, UNC qui ont joint leurs forces. Et tout ce qu'on aurait pu souhaiter pour le pays en 2019, que cette coalition travaille d'arrache-pied, mais surtout que le fondement de leur union, on a parlé aussi de mariage, soit la sincérité, soit la communication. Même entre hommes et femmes, dans un mariage, ce qui prime, c'est la sincérité, la communication, joindre les efforts ensemble. Bon, on a obtenu quelques résultats, mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a trop de soubresauts. On passe d'une crise à l'autre au sein de cette coalition. Et qui sont les perdants? C'est le peuple congolais. Le peuple d'abord ne se réalise pas entièrement parce que justement cette coalition passe par des moments difficiles. Et le bilan de cette année 2019, je dirais que c'est comme un peu, je qualifie ça un peu comme le bilan des 100 jours. Je l'avais fait d'ailleurs sur votre chaîne où j'avais dit que globalement le bilan des 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était positif. Je dirais, bon, globalement, c'est positif, mais il y a beaucoup de choses qui auraient pu être mieux faites, qui auraient pu être faites beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement. Et si on s'était, le chef de l'État était entouré de conseillers solides qui ont à cœur le développement du pays, et si on utilisait des moyens transparents pour la gestion, vous avez certainement lu dernièrement le rapport de l'ODEP, l'Observateur de la dépense publique, qui dénonce justement les contrats gré à gré. Il y en a eu trop, exactement les surfacturations, il y en a eu beaucoup trop. Et le problème dans notre pays, on n'a pas l'habitude de... une faute peut être commise, oui, mais il faut pouvoir enquêter, évaluer, sanctionner, et ceux qui sont coupables, les mettre de côté, remplacer. Et ça traîne un peu à venir, mais cette ère de l'alternance est une ère nouvelle, parce que comme j'ai eu à le dire pour les 100 jours, eh bien, on sent que dans ce pays, la parole se libère, la démocratie avance. Regardez, les gens n'hésitent pas à faire des revendications. Malheureusement, les revendications sont nombreuses sur le plan social, à manifester, etc. Il y a libération des prisonniers, les cachons ont été fermés, les exilés politiques sont revenus. Donc on sent, comme a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qu'il y a un vent d'espoir qui souffle sur la RDC. Oui, cet espoir est là. Les attentes sont grandes, mais je me dis qu'il faut qu'en 2020, cette année qualifiée par le chef de l'État de l'année de l'action, que nous voyons réellement des actions positives qui permettent de faire avancer ce pays, des avancées où le peuple se retrouvera. Et ce peuple se retrouvera si vraiment les pouvoirs publics, au plus haut sommet de l'État, sont à l'écoute de ce peuple. Parce qu'il y a, par exemple, je viens en venant vers votre studio, nous passons par les fameux seaux de mouton. On nous les a présentés comme un moyen, la solution pour mettre fin aux embouteillages. On nous les avait promis comme cadeau de Noël.
D'abord, on ne les a pas eu comme cadeau de Noël. Ensuite, les embouteillages ne sont pas terminés parce que les sauts de moutons ne sont pas terminés. Et c'est là où, chaque jour, je me demande, mais bon sang, il n'y a eu personne pour conseiller le chef de l'État qu'il fallait d'abord mettre la priorité sur la réfection des routes secondaires. Hein. Et ces routes secondaires nous auraient permis, sans nul doute, de mettre fin aux embouteillages, en tout cas de réduire les embouteillages. Situation préoccupante à l'université de Kinshasa, Angèle Makombo estime qu'il fallait anticiper avant d'arriver jusqu'à la fermeture de l'université. Elle s'insurge par ailleurs contre les délogements des étudiants à l'UNIKIN. La situation du campus est un cas qui me laisse perplexe. Je me dis, c'était facile d'anticiper. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? L'origine de cette situation, c'est la hausse du Minerval. Et si ma mémoire est bonne, le chef de l'État avait promis que ce Minerval allait être réduit, allait être revu à la baisse. Donc, fort de cette promesse, les étudiants eux-mêmes et puis leurs parents font un budget. D'abord, on a applaudi, on a dit ça y est, ça va être diminué, et on fait un budget. Et puis là, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire nous dit qu'il y a eu des pourparlers, des négociations avec des délégations d'étudiants, et ils sont arrivés à la conclusion que non, c'était intenable d'avoir ce Minerval réduit. Il fallait qu'il soit révisé à la hausse. Donc, promesse faite, promesse non tenue, déception, les étudiants expriment leur mécontentement, annoncent des mouvements de protestation. C'était prévisible. Le campus de l'UNIKIN qui va aller protester, les étudiants vont protester, il fallait prévoir qu'est-ce qui peut se passer, les différents cas de figure. Et c'est là où nous déplorons encore une fois la violence, nous déplorons la mort de ce policier, nous déplorons ces policiers blessés, nous déplorons aussi que les étudiants, il y en a qui ont été violentés, mais nous déplorons aussi la décision prise, moi personnellement, de fermer le campus. Oui, il faut enquêter, oui, il faut recenser les étudiants. D'abord, c'est l'occasion de faire une évaluation, un bilan, de dire, oui, dans ce campus de Kinshasa, nous ne savions pas combien d'étudiants il y a. Et ça me fait penser à, il y a à peu près 4 ans, je voulais écrire un article sur l'UNIKIN et j'avais demandé à un professeur émérite de l'université de Kinshasa de me dire combien d'étudiants y a-t-il au campus. Il m'a dit, nous ne savons pas, nous n'avons pas. J'étais ahuri et lui de me dire, non, c'est ça. Et après interrogation, enquête, j'apprends que c'est une situation qui arrange même certaines autorités du campus. Quand on ne sait pas combien d'étudiants il y a, on peut, évidemment, quand on vous donne un budget, eh bien, gérer de façon tout à fait laxiste. Bon, alors maintenant, on nous dit non, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a de faux étudiants, parce qu'il y a des situations tout à fait anormales. Il y a des gens dans ce campus qui vivent mari, femme, enfants, etc. Il y en a qui sous-louent, il y en a qui sont des infiltrés. Bon, donc on nous dit que c'est pour ça qu'il faut fermer. Fermer, mais on s'est posé la question, mais quand on ferme, il y a des étudiants qui n'ont que le home comme habitation. Il y a des étudiants qui viennent de nos provinces. Il y a des étudiants qui viennent de l'étranger. A-t-on pensé à tout ça? Et c'est là où, quand je lis et j'entends des Congolais et aussi des professeurs dire « Non, 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 c'est une bonne décision, il fallait prendre ça », quelque part, je me dis, on dirait que dans ce pays, on banalise la souffrance des autres. On banalise la misère des autres. Ah, bah, quand au campus, bah, ah, mais non, il faut bâtir ordre. Mais on ne se demande pas comment ces enfants dorment dehors. Et puis, nous nous plaignons, oui, situation de la femme, etc. Parmi ces étudiants, il y a des étudiantes qui se retrouvent être obligées à loger avec
des compagnons, des camarades. Demain, on va se plaindre, oui, de grossesse non désirée, etc. Est-ce qu'on réfléchit exactement à la prostitution? Est-ce qu'on réfléchit dans ce pays? Il est temps de réfléchir avant de prendre une mesure, de se dire quelles sont les conséquences. Bon, maintenant on nous dit non, le chef de l'État a reçu les délégations. Moi, ce que j'en ai retenu, bon, c'est vrai qu'en bon père de famille, il devait leur parler, leur dire que c'est inadmissible qu'on casse, qu'on saccage, même la banque qui est sur le campus. Mais il faut d'abord que ces enquêtes nous démontrent qui sont les casseurs. Il y a moyen de faire des enquêtes, de savoir exactement. Et d'après ce que j'ai ouï dire, ce n'est pas les étudiants, ce ne sont pas les étudiants qui cassent. Ce ne sont pas les étudiants qui cassent, on a même découvert des armes. Bon, donc le président leur a dit, plus jamais ça. Il a eu raison de le dire. On peut revendiquer sans recourir à la violence. On dit aujourd'hui, bon, c'est un mal pour un bien, on va en profiter pour rénover, réfectionner les homes. Mais ça va prendre combien de temps? Comme les sautes-moutons? J'espère que non. Hein, j'espère que non. Et nous habitons du côté du campus. Laissez-moi vous dire que ces homes qui sont maintenant vidés, eh bien, il y a des gens qui en profitent pour piller. Qui prend une porte, qui prend des vitres. Bon, donc dans cette réflexion, la facture sera beaucoup plus importante parce qu'il y a des abus. Est-ce qu'on, dans le Congo que nous connaissons, c'était sûr qu'il y aurait des abus une fois les homes vidés. Est-ce qu'on ne pouvait pas sécuriser ces homes? Toutes ces questions, je me pose à haute voix et je pense surtout à ces policiers qui ont été frappés, ce policier qui a été molesté, qui est mort. Je pense à ces étudiants qui sont complètement laissés à eux-mêmes. Je dis non, à l'avenir, il faut absolument que le gouvernement, les pouvoirs publics dans leur ensemble, pèsent réellement les décisions qu'ils prennent et pensent d'abord à l'homme congolais, à la population, à la souffrance qu'elle peut endurer. Au sujet de la balkanisation, Angèle Makombo invite les politiques congolais à plus de responsabilités dans leurs propos. C'est une question qui va encore nous poursuivre pendant longtemps. Même quand j'étais fonctionnaire international aux Nations Unies, on en parlait. Beaucoup de voix se sont élevées dans ce pays, notamment je pense au politologue Freddy Mulumba, qui est le numéro 2 de la RTNC. Il en avait fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, nous voyons un homme politique comme Mozito dire la guerre au Rwanda. J'ai trouvé ses propos totalement irresponsables, déplacés, parce que même si on veut faire la guerre, d'abord, moi je suis pour des solutions pacifiques. Nous pouvons être beaucoup plus agressifs en termes de diplomatie. Hein. Nous pouvons, comme on dit souvent selon cet adage, qui veut la paix prépare la guerre. Nous devons penser à restructurer notre armée. C'est ce que le cardinal en Bongo a dit. Nous devons penser aux conditions sociales de nos militaires. Nos militaires sont de valeureux militaires, nous le savons. C'est parce que pendant toutes ces années, on ne leur a pas donné les moyens. Mais on ne peut pas, en tant qu'homme politique responsable, se lever et dire « nous allons faire la guerre ». La guerre, ça ne s'annonce pas. La guerre, ça se fait. Et là, je voudrais rappeler, quand j'étais aux Nations Unies, j'étais responsable du dossier Éthiopie-Érythrée. Et comme vous le savez, l'Érythrée avait envahi l'Éthiopie, revendication aussi territoriale. L'Éthiopie, qui n'a pas un accès à la mer, était vraiment handicapée dans les débuts des années 2000. Eh bien, qu'a fait l'Éthiopie? L'Éthiopie n'est pas allée... C'est vrai, après protestation, elle a fait les protestations d'usage, mais l'Éthiopie, qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant 2 ans, elle a restructuré son armée. Elle s'est équipée. 2 ans après, elle a repris son territoire, elle a repris le dessus. Et 10 ans après, aujourd'hui, ils sont dans ce processus de paix et qui a même valu au Premier ministre éthiopien le prix Nobel de la paix. Voilà comment on se comporte quand on est un homme d'État. Hein?
Nous savons le mal qui nous ronge et j'en suis persuadée que le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, connaît les tenants et les aboutissants de cette crise, de ce conflit à l'Est. Il connaît les tenants et les aboutissants de la situation de notre armée. Eh bien, voilà là où il faut commencer d'abord à redresser et puis être actif en diplomatie. Mais ce que je voudrais dire aussi à nos dirigeants, il ne faut pas banaliser cette question de la balkanisation. Parce que cette question est très sensible au cœur des Congolais. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, quand on a vu ces images d'hommes politiques congolais allant célébrer le mariage d'une autorité rwandaise à Kigali, comment il y a eu beaucoup d'émoi, les mots prononcés, etc. Eh bien, c'est là où j'ai compris qu'on dirait que nos dirigeants ne prennent pas la mesure ne prennent pas la mesure de la sensibilité des Congolais à cette question-là. Et le chef de l'État, quand il dit il ne faut pas spéculer sur la balkanisation, oui, mais il devrait nous rassurer. Il devrait aussi nous communiquer avec lui qui est un si bon communicateur, communiquer avec nous sur cette question. Et surtout, je voudrais terminer sur cette question en disant qu'il est temps de mettre de côté les clivages politiques, les animosités, pour cette question essentielle de l'intégrité de notre pays. Parce que oui, ceux qui vivent à l'Est nous disent, et je rappelle toujours comment en 2010, j'étais à Goma, à Bukavu, j'ai rencontré des religieuses italiennes qui nous disent, mais vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre pays, vous ne voyez pas que tous ces territoires où il y a violence, viol, etc., c'est fait pour dépeupler les territoires congolais et les repeupler. Vous ne voyez pas ça, mais agissez donc. C'est un problème réel pour lequel il faut savoir bien communiquer avec le peuple congolais. Et mon mot de la fin, si vous m'en demandez un sur cette question spécifique, sans être moboutiste, je veux répéter haut et fort ce que Mobutu a eu à dire. Hein? Bien que je n'aime pas l'utilisation du mot diable, je dirais plutôt le Seigneur, ce qu'il a eu à dire, quitte à s'allier avec le diable, ce pays restera un et indivisible. Et moi je dis avec le Seigneur, ce pays restera un et indivisible.